pour cette précision. Donc, sans tarder, on va passer la parole à Brian ainsi. Il pour 10 minutes à donner ses impressions, ses conseils, et surtout à l'honneur de la philosophie. Brian, vous avez la parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Vous m'excuserez, j'ai perdu la voix à force d'encadrer vos camarades en cette fin d'année anxieuse pour vous, mais difficile pour nous les enseignants. Alors je voudrais commencer par remercier l'institution, même si le mot n'est pas apprécié par tout le monde, Darul Hikma, pour cette belle initiative consistant à encadrer ses élèves et à les préparer psychologiquement et mentalement sur le chemin du bac. Je voudrais remercier aussi M. Sow qui m'a fait l'honneur de m'inviter à cette cérémonie. Je crois que mon docteur Diaw a déjà, je ne vais pas l'appeler imam parce que je sais qu'il préfère être simplement docteur en philosophie. Alors je crois qu'il a bien campé le débat, il a vraiment dit l'essentiel. Si vraiment on voulait vous préparer psychologiquement et mentalement, je crois que vous l'êtes déjà. Je voudrais quand même rappeler qu'est-ce que le bac. Le bac est le premier diplôme universitaire. Votre dernier diplôme scolaire, c'était le BFM. La preuve, c'est un démembrement de l'université qui s'appelle Office du bac qui l'organise. Ça a déjà une pression supplémentaire. Dans votre tête, vous êtes déjà étudiant. Mais reste encore à décrocher le bac. Et comme je dis à mes élèves, le bac, j'entends souvent décrocher le bac. Ça veut dire que le bac, il est accroché quelque part. Et vous savez très bien que tout ce qui est accroché exige un effort physique et mental pour être décroché. Le bac ni ne se vole, je parle de la tricherie, ni ne se ramasse, je parle de la chance, même si je crois à la chance, ni ne se quémande, il se mérite. Et ça passe par un travail soutenu, je crois que vous l'avez fait. 9 mois de labeur, rien que pour la terminale. Et j'aimerais rappeler à mes élèves que 9 mois, ça rappelle aussi le temps d'une gestation. J'en déduis que vous portez déjà le bac, vous êtes ancien, garçon comme fille. Vous n'avez pas fait 9 mois à l'école, en terminale. Vous portez le bac maintenant. Il reste à accoucher seulement. C'est encore pour vous dire que tout dépend de vous. C'est encore pour positiver et vous sublimer. Vous dire que le bac est entre vos mains. Évidemment, vous pensez à la maïeutique quand je parle d'accouchement. C'est vrai. Mais je considère aussi que le mérite va vous revenir. Alors, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le jour J, c'est dans moins d'une semaine maintenant. Allez décrocher le bac et rendre fiers vos parents, vos amis. Et comme l'a dit le docteur, faire taire vos ennemis. Parce que ça fait partie aussi de la pression. Alors, le bac étant donc un diplôme, s'obtient par un examen et non par un concours. Quelle est la différence entre un examen et un concours? Il y en a qui croient encore que le bac est un concours. Voilà pourquoi ils sont en concurrence avec leurs camarades, avec les autres candidats. Le docteur en a parlé. Sachez que le bac est un examen. Et si vous êtes 100 000 à faire le bac, si les 100 000 travaillent comme il faut, 100 000 auront le bac. Aucun candidat n'est le concurrent d'un autre. Déjà, ça peut vous apaiser un peu. Ne voyez pas les autres comme des concurrents. Il n'y a aucune concurrence dans le bac. Chacun travaille. Et c'est la base de son travail, il aura ce qu'il mérite. Je ne reviens pas sur la préparation psychologique et mentale en elle-même, mais sur les conditions objectives de préparation pour aller vers le bac. Il faudrait que cette sublimation vers le bac soit toujours maintenue. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui vont faire le bac loin de leurs établissements d'origine. Quand vous faites le bac dans votre établissement, vous réglez déjà un problème. La pression des locaux neufs, inhabituels, est déjà réglée. Parce que ça, c'est déjà une source de perturbation. Si vous devez aller faire le bac en un endroit que vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller visiter les lieux avant les jours J. Ils sont dans le cas. C'est déjà fait. Ils sont tous dans le même cas. Tous dans le même cas. Ok.
Aucun n'a fait l'examen. Aucun n'a fait l'examen dans son établissement. N'attendez pas le jour J pour aller chercher. Venir en sueur. C'est une école de non, je vous en prie. Nous sommes à 6 jours du bac. À 3 jours du bac, faites l'effort d'aller visiter votre centre. Repérez les lieux. Assurez-vous quel véhicule peut vous amener là-bas. Combien de temps il faut mettre pour y aller. Ça veut dire faire déjà des problèmes en moins. Parce qu'imaginez un candidat qui vient essoufflé, en retard, parce qu'il n'a pas pris le soin de prendre les devants. Donc faites cet effort-là, ce n'est pas difficile. À 2 jours du bac, allez-y en groupe, vous qui êtes dans le même centre. Si c'est possible, allez même jusqu'à votre salle. Vous avez déjà vos numéros, je crois. Les salles seront déjà numérotées. Essayez de voir où vous serez, c'est important. Et quand vous y serez, je vais terminer par ça, je ne vais pas être long. Le jour J, faites l'effort de venir à l'heure, au moins 15 minutes avant le début de l'épreuve. Vous serez dans une salle peut-être, où vous serez un peu déboussolé, désorienté, parce que vous verrez une atmosphère à laquelle vous n'êtes pas peut-être habitué, sauf que maintenant les examens blancs servent à ça. Je sais que chez vous, les examens blancs sont organisés exactement dans les conditions du bac. Non seulement dans le déroulement des épreuves, dans la rigueur qu'on met pour vous surveiller, vous ne serez pas dépaysé de ce point de vue, mais rien que de nouveaux locaux pourraient peut-être vous perturber. Alors, oubliez toute cette atmosphère-là, concentrez-vous sur votre travail. Quand les sujets seront distribués, j'aime bien rappeler aux élèves qu'on ne choisit pas un sujet par le cœur. Sujet bi neex na ma bii laay def, c'est jamais ça. Bii mën naa ko bii laay def. En philosophie, que nous connaissons particulièrement, vous aurez 3 sujets, 2 dissertations et un texte. Quand vous aurez l'épreuve, visualisez les sujets un à un, prenez votre temps. Premier sujet, lisez-le à tête reposée. Essayez de voir par la visualisation si vous avez tous les éléments dont sa prise en charge requiert de vous, aussi bien pour la thèse que pour l'antithèse. Notez, mettez de côté, regardez le sujet 2, faites le même travail. Regardez si vous avez les éléments théoriques pour prendre en charge. Est-ce que vous avez les éléments de la thèse? Vous vous en assurez. Les éléments de l'antithèse, vous en assurez. Vous mettez de côté, vous prenez le texte. Faites la même chose. Et c'est à l'issue de ce travail que vous allez faire votre choix. J'ai vu des élèves choisir un sujet sur un coup de tête. Ils n'ont même pas regardé les autres sujets. J'ai vu des élèves choisir le premier sujet. Ils ne savent même pas de quoi parlent les autres. C'est inadmissible ça. On vous donne 3 sujets, vous regardez le premier, il vous donne satisfaction, vous oubliez les autres. Mais peut-être que le second aurait pu vous aider davantage. Peut-être que le deuxième aurait pu vous aider davantage. Mais puisque vous êtes précipité, malheureusement, alors faites ce travail. Mais une fois que vous aurez fait votre choix, oubliez les autres sujets. J'ai vu des élèves, docteur aussi a déjà certainement vu ça, des candidats qui choisissent une dissertation et qui, pour chercher des arguments, vont prendre le texte. Et se mettre à réciter le texte dans leur dissertation. Non seulement c'est malhonnête, mais c'est encore refuser de réfléchir. Une fois que vous avez fait votre choix, oubliez les autres sujets et faites le travail. Docteur Diaw en a parlé, il faut séquencer votre travail. Vous avez 4 heures de philo, séquencez votre travail. Vous avez déjà fait au moins 6 évaluations en classe, au minimum. 2 devoirs et une compo par semestre, plus les examens blancs. J'estime que vous êtes déjà rodé. Et que vous savez, dans les 4 heures, à chaque moment des 4 heures, où est-ce que vous devez vous en être. Un élève doit savoir qu'au bout de la première heure, il doit avoir déjà terminé quelque chose. Séquencer son travail, comme l'a dit le docteur, avoir sa montre sur la table et jeter un coup d'œil pour ne pas être pris de court. On a vu aussi des élèves emportés par leur réflexion. D'un seul coup, ils demandent l'heure, midi moins. Ils perdent tous leurs moyens. Désorientés, désarçonnés. Donc, ayez un œil sur votre montre et travaillez en conséquence. Quand vous aurez fini le travail, relisez autant de fois que c'est possible. Débrouillez-vous pour toujours terminer avant l'heure
pour le temps de la relecture, c'est important. Nous avons été élèves avant vous, nous continuons à produire et nous savons que chaque fois qu'on relit, on corrige quelque chose. Chaque fois qu'on relit, on corrige quelque chose. Un travail humain n'est jamais parfait. Faites cet effort. Le jour J, certains n'auront pas faim. Nous parlons par expérience. On aura une boule dans l'estomac, comme on dit. Tellement la peur va nous tenailler le ventre. C'est normal. Le docteur l'a dit. Amna ñu jom motax. Ku amul ku dul tit amo jom. Ku ne tituma te nga nek te ngay wax deug. Amo jom. C'est vrai. Tu as beau être prêt intellectuellement, jangal nga waron jang. Mais tu auras peur à cause de la pression dont il a parlé. Mais la pression, il faut la sublimer, il faut la positiver. Et en faire un tremplin, un aiguillon qui va vous propulser toujours en avant. Et ça demande, quand vous n'aurez même pas faim, mangez quand même, parce que vous en aurez besoin. Vous en aurez besoin parce que vous avez besoin de calories pour faire fonctionner vos neurones. Il va falloir réfléchir. Certains parmi vous sont habitués à ne manger qu'à 10 heures. On ne va pas vous demander de changer, de casser vos habitudes. Alors, embarquez un sandwich et une bouteille d'eau dans votre sac. Posez sur la table, c'est permis, ce n'est pas interdit. Et à 10 heures, à l'heure où vous mangez d'habitude, mangez ce que vous avez à manger pour vous donner de la force. Mais puisque embarquez votre petit déjeuner avec vous. Je crois que c'est important. Bon, je vais laisser mon collègue prendre la parole pour ne pas trop abuser. Peut-être que dans les débats, on reviendra encore sur d'autres conseils. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, merci. Vraiment, les conseils très intéressants, mais malheureusement, il y a des groupes qui ne suivaient pas tellement. Ah bon? Voilà, donc nous invitons réellement, parce que vous avez pris le temps, un long moment récréatif. Donc après, vous avez l'occasion d'échanger comme il le faut. Donc nous demandons votre concentration parce que nous pensons que c'est utile. Voilà, donc je passe la parole à M. Sall, professeur de français. Lui aussi, il va donner quelques orientations, toujours dans la préparation, et surtout aussi si ça peut être axé dans sa matière précise. M. Sall, vous avez la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc je dis bonjour à tout le monde. Je salue le directeur, sans oublier le corps administratif, en passant par les surveillants qui sont là, mes chers collègues et mes co-débatteurs. Chers élèves, je vous dis bonjour. Mais avant d'entamer mon propos, j'aimerais rapidement vous poser une question. Est-ce que le moral est bon? Est-ce que le moral est bon? C'est oui ou c'est non? Est-ce que le moral est bon? Répondez oui. Malgré la prestation du docteur. Je pense que si vous ne dérangez personne, hein, vous pouvez crier jusqu'à ce qu'on vous entende là-bas au lac. Est-ce que le moral est bon? Ah d'accord, oui. Donc je pense que c'est oui que j'ai entendu. C'est oui que j'ai entendu. Voilà, donc le oui domine, comme l'a dit le doyen. Et espérons que ça soit ainsi. Donc je vais commencer d'abord par féliciter Dr Diaw pour la pertinence de ses propos, qui a fait un petit tour sur le développement personnel. Et c'est ce qui va me permettre rapidement d'ouvrir cette parenthèse du développement personnel en guise de présentation, parce que je suis Younous Sall, professeur de français au lycée Mame Abdoul Aziz Sy de Guédiawaye. Et à mes heures perdues, je suis coach et formateur en développement personnel et leadership et aussi en entrepreneuriat. Donc j'aide les jeunes à connaître qui ils sont,
n'est-ce pas, je suis aussi promoteur, n'est-ce pas, dans le secteur de l'entrepreneuriat et je travaille en collaboration avec des associations, avec des ONG et très souvent avec des entreprises. Donc quand on parle de développement personnel, je pense que c'est une thématique qui est très large. Pour l'avoir scruté pendant plus de 6 ans, et ce qui m'a permis, il y a juste 6 mois, de publier mon premier livre de développement personnel, qui est là avec moi, qui s'intitule « Sur le chemin du succès, 13 leçons que vous n'allez jamais apprendre à l'école ». Donc le livre est là. Donc 13 leçons que vous n'allez jamais apprendre à l'école. C'est peut-être un titre provocateur, mais je pense que c'est exactement ce qui est à l'origine de notre rencontre ici. Si le directeur a décidé que l'on sorte des 4 murs pour se retrouver dans un autre cadre, donc c'est pour que l'on puisse vous enseigner ce que l'on ne vous enseigne pas à l'école. Et là, il s'agit de la préparation psychologique et mentale. Donc je pense qu'au lycée ou au collège, il n'y a pas une discipline qui vous enseigne la préparation psychologique et mentale. On vous enseigne la philo et autre chose, mais on ne vous dit pas exactement quelle attitude vous devez avoir si vous allez à l'examen. Donc c'est ce qui fait un peu l'originalité de cet ouvrage, qui est aussi un livre de développement personnel. Parmi les 13 leçons, il y a le leadership, il y a l'entrepreneuriat, il y a la connaissance en soi, il y a la confiance en soi, et voilà. Et les autres chapitres, je vous laisserai découvrir quand vous allez accepter de débourser 5 000 francs pour l'acheter. Voilà, maintenant pour revenir rapidement sur la thématique de cette journée, le développement personnel, je pense que le docteur a fait un tour du développement personnel et qui est très large, hein, parce que quand on parle de développement personnel, c'est un concept qui est constitué de 2 notions, développement et personnel. Donc cela veut dire on développe sa personne. Et ceci m'amène à vous poser la question, qu'est-ce que la personne? La personne, elle est composée de l'âme, de l'esprit et du corps. Donc le développement du corps, c'est le développement de son physique. Le développement de l'esprit, c'est le développement de son intelligence. Le développement de l'âme, c'est le développement de sa spiritualité. Et si vous réussissez à développer ces 3 notions, vous aurez ce que l'on appelle un développement personnel. Et ce qui me permet de penser à cet historien Joseph Kizerbo qui dit « On ne développe pas, mais on se développe ». Donc avant de prétendre développer un lieu, une localité, il faut d'abord humainement, spirituellement, intellectuellement, physiquement que je me développe. Donc ça, c'était une petite parenthèse, d'accord, parce que chaque notion de ce développement personnel peut être une thématique vraiment large, peut être même un sujet de conférence. Donc aujourd'hui, face aux candidats et candidates que vous êtes, j'aimerais d'abord axer mon intervention sur 3 notions qu'on ne peut pas détacher du développement personnel. 3 notions. La première notion, c'est la croyance en Allah. La deuxième, c'est la confiance en soi. Et le 3e point sur lequel je vais axer mon intervention, c'est la psychologie de l'examen. D'abord, si on commence par la croyance en Allah, je pense que Dr Diaw a frôlé un peu ce point, parce que la croyance en Allah, c'est, en tant que musulman,
de croire qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, de croire qu'il y a le Tout-Puissant, le Miséricordieux, qui peut décider de notre réussite ou encore de notre échec. Et ici, nous souhaitons que ça soit la réussite. Parce que toute personne qui va à l'examen, n'est-ce pas, doit mettre dans son sac, en bandoulière, ces deux choses. C'est soit la réussite et soit l'échec. Si on réussit, on dit Alhamdulillah, c'est le Tout-Puissant. Mais si on échoue aussi, qu'on ne pète pas les plombs, que l'on puisse savoir que c'est le Tout-Puissant qui n'a pas encore décidé de notre réussite. Ça aussi, c'est une autre sorte de préparation mentale. Parce que nous avons vu, ici même au Sénégal, pas mal de personnes qui ont craqué après le bac. D'autres qui craquent même après la réussite. Pire encore, c'est ceux et celles qui, souvent même, peuvent s'adonner à d'autres actions sous le poids de l'émotion. Moi, j'ai vu même des élèves, n'est-ce pas, être heurtés par des véhicules. J'ai vu des élèves tomber en syncope, en crise. D'autres même qui vont jusqu'à tenter à se donner la mort après l'échec. Oui, je sais que vous en avez entendu parler. Si vous n'avez pas vu, mais vous avez entendu parler de ça. Des élèves tellement confiants et par malchance qui passent à côté, mais n'étant pas préparés mentalement ou psychologiquement, se disent que c'est la fin du monde. Alors que l'échec ne doit pas être considéré comme étant une fin en soi. C'est Winston Churchill, président américain, qui dit « L'échec n'est pas fatal, le succès n'est pas final, c'est le courage de continuer qui compte. » Donc, s'il arrive que ça ne marche pas, que ça ne doit pas être une fin, que je puisse savoir que c'est le moment d'apprendre de mes échecs, de reculer pour mieux sauter. Nous avons vu des élèves qui étaient susceptibles d'avoir une mention assez bien, qui passent à côté du bac, mais qui reviennent et ils arrivent à décrocher la mention bien ou très bien. Peut-être que le Tout-Puissant leur a réservé quelque part la mention très bien, c'est pour cela qu'il dit que non, ce jeune-là, il mérite mieux. C'est pour cela que cette année, je vais le priver de la mention assez bien pour lui réserver mieux l'année prochaine la mention très bien. Donc ça, c'est voir positivement les choses. Je pense que le docteur en a parlé. Il faut toujours voir les choses positivement. Parce qu'il ne faut pas que l'on accentue toujours notre communication sur la partie positive, si ça marche, si ça marche. Maintenant, si ça ne marche pas, comment est-ce que je dois me comporter? Donc je pense que si vous avez cette croyance en Allah, c'est ce qui va vous permettre de garder de la retenue, n'est-ce pas, et de continuer à prier et de savoir que c'est le Tout-Puissant qui l'a décidé ainsi. Mais la croyance en Allah ne doit pas m'empêcher aussi à savoir que ma réussite, quelque part, ça dépend de mes efforts personnels. Il y a l'adage français qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc Dieu lui-même, c'est ce qu'il dit. Donc ne sois pas fataliste, dire que c'est le Ndogarial. Bon, de toutes les façons, je vais dormir, je vais manger, je vais faire ce que j'ai à faire. Bon, si ça marche, c'est Dieu. Si ça ne marche pas aussi, c'est Dieu. Je pense qu'un candidat qui est réaliste, qui est responsable, ne pense pas de cette manière-là. Donc, il faut se dire intérieurement que si ça marche, c'est moi. Si ça ne marche pas aussi, c'est moi. D'accord? C'est ce qui me permet de développer rapidement ce deuxième point qui porte sur la confiance en soi. Je pense qu'en toute chose, que l'on soit élève, que l'on soit étudiant, entrepreneur,
ou père de famille, ou enseignant, on a besoin de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est vraiment le moteur de tout ce que nous entreprenons dans la vie. Parce que si j'ai la confiance en soi, c'est ce qui va me permettre de me dire, c'est possible de supprimer de mon dictionnaire tout ce qui touche l'impossibilité. Même si c'est difficile, c'est possible, je peux le faire. J'ai confiance en moi, c'est pour cela que je ne vais pas, le jour de l'examen, lorgner à gauche, lorgner à droite. J'ai confiance en moi, je ne vais pas écrire une phrase, après j'hésite, je prends le blanco, je vais supprimer, j'écris encore, je supprime, j'écris, je supprime, finalement, je ne sais même pas ce que j'écris. Vous finissez par rendre une copie surchargée et ça donne une mauvaise impression. Donc si vous avez confiance en vous, ça va vous permettre d'aborder votre examen, d'aborder vos épreuves avec une tranquillité d'esprit. C'est essentiel. Et ceci me permet de vous donner cette petite anecdote d'un ancien élève quand j'étais à Matam. Ce n'était pas un élève très brillant, mais un élève passable, mais qui aimait ce qu'il faisait et qui croyait aussi en lui. De la seconde à la terminale, sa moyenne ne dépassait pas 11. C'est 11, 10, 11, 50, voilà, il est dans cette fourchette-là. Mais tellement qu'il était psychologiquement puissant, il a passé son bac et il s'en est sorti avec la mention. Selon vous, c'est quelle mention? La mention bien. La mention bien. Imaginez quelqu'un qui était cantonné entre 10 et 11,50 qui s'en sort avec la mention bien. Donc ce qui veut dire la mentalité ou encore la puissance psychologique en est une grande partie. Parce que si je vais à l'examen et que j'ai beaucoup de stress, il en a parlé, j'aurai beaucoup de mal à répondre correctement. Je peux même oublier tout ce que j'ai appris si je suis trop stressé. Parce que le stress, c'est quelque chose qu'il faut savoir maîtriser. Tout le monde est stressé. Même moi, avant de prendre la parole, je suis stressé. Tout le monde est stressé dans la vie. Parce qu'une fois, j'ai posé la question à un journaliste, un ancien journaliste, est-ce que vous, quand vous présentez le journal, est-ce que vous êtes stressé? Il m'a dit, j'ai fait plus de 15 ans de journalisme, mais à chaque fois, quand je suis sur le plateau et que le compteur sonne, 1, 2, 3, j'ai le cœur qui bat. Donc, ce qui veut dire, tout le monde est stressé. Si vous êtes stressé, ne pensez pas que ce n'est pas quelque chose qui est normal. Mais cherchez à dominer le stress, à le dompter. Que ce stress ne soit pas une faiblesse, mais que ça soit une force. C'est possible. Et ce qu'on attend de vous. Donc la confiance en soi, voilà ce que ça peut vous permettre, n'est-ce pas, de réaliser comme prouesse si vraiment vous êtes candidat et que vous avez envie, n'est-ce pas, de ne pas passer à côté, d'être au 100% de votre forme, n'est-ce pas, de ne pas être tergiversé par-ci, par-là. Et le troisième point sur lequel je vais axer mon intervention, c'est la psychologie de l'examen. Et la psychologie de l'examen, j'ai essayé de disséquer cela en deux parties. La psychologie de l'examinateur, ensuite la psychologie du candidat que vous êtes. Maintenant, parlons de la psychologie de l'examinateur. Les correcteurs que nous sommes. Essayons de lire dans la mentalité de ces correcteurs-là. Parce que ce n'est pas ceux qui ont l'habitude de vous corriger qui vont vous corriger le jour du bac, ça vous le savez. C'est d'autres correcteurs qui vont quitter d'autres régions, Thiès, Saint-Louis, Casamance, Matam, qui vont venir ici à Dakar. Nous autres, nous allons aller dans les régions. À Matam, l'année dernière, moi j'étais à Kolda, ainsi de suite. Maintenant, quand on parle de l'examinateur, dans quelles conditions, quelle est la psychologie
dans laquelle l'examinateur tient votre copie jusqu'à y apposer une note qui vous convient. Donc cela veut dire que vous aussi, on attend de vous quelque chose. Et je vais développer ça, n'est-ce pas, dans le deuxième point. Donc l'examinateur, c'est quelqu'un qui est en mission, qui a laissé sa famille, qui a laissé ses enfants, n'est-ce pas, qui vient dans un centre, il a un président de jury qui lui donne 200 à 300 copies, à corriger en 48 heures au maximum. On a tous l'habitude de corriger des copies. Dans l'année, on peut corriger 400 à 800 copies dans l'année si on totalise les différents semestres. Mais cette fois-ci, le temps nous est compté. Tu as 200 copies, on te dit dans 48 heures. Et la correction, ça doit se faire sur place. Donc cela veut dire que même si je suis fatigué, je peux ne pas avoir le droit de me reposer. Mais si c'est en temps normal, les compositions, les devoirs, je prends les copies, je les amène à la maison, donc je peux corriger 2 copies et je sens que je suis en train de somnoler, je range les copies et je vais dormir. Quand je vais me sentir en forme, je reviens, je prends et je continue mon travail. Mais au bac, ce n'est pas cela. Vous êtes dans une salle, ça peut être climatisé ou pas, et on te dit, voici les copies, on attend les notes. Donc, 1, il est sous pression. 2, il a envie de terminer vite. Même s'il est fatigué, il doit travailler. Donc, cela veut dire que le correcteur, souvent très pressé de terminer la correction, très pressé de rejoindre sa famille, parce qu'il y a beaucoup de personnes, s'ils viennent à Dakar, ils disent que seulement la circulation de Dakar, elle est stressante. J'ai pas mal d'amis qui, depuis qu'ils ont terminé l'université, s'ils viennent à Dakar, c'est pour des cas très très urgents. C'est 2 ou 3 jours après, ils sont partis. Ils disent que j'aime pas Dakar. Imaginez celui qui a, durant toute sa vie, affirmé que j'aime pas Dakar et qu'on l'amène ici à Dakar pour corriger. Donc, voyez la psychologie déjà de cette personne-là. J'aime pas Dakar, ça ne veut pas dire que j'aime pas les élèves, hein, là aussi, je vous rassure. Donc la correction se fait dans ces conditions-là. Très difficile souvent. Donc il va vraiment falloir que la personne puisse être quelqu'un qui est très croyant, qui est très focalisé sur ce qu'il fait et qui ne se laisse pas, je dirais tergiverser par la pression ou autre chose. Qui est concentré sur sa tâche. Parce que tu es sur place, tu dois corriger sur place et tu dois rapidement rendre les notes. Et ceci me permet rapidement de parler du dernier point, la psychologie du candidat. Donc, le correcteur qui n'est pas à l'aise, c'est moi, candidat, qui dois le mettre à l'aise. Ce n'est pas son président de jury. Encore moins ses collègues. Mais c'est moi, candidat. Selon vous, comment je dois mettre à l'aise mon correcteur? Qui peut répondre à cette question-là? Selon vous, comment je dois mettre à l'aise mon candidat? Et je dirais mon correcteur. Oui. Est-ce que je dois lui acheter du jus pour lui donner, ou bien est-ce que je dois lui servir du thé, ou bien c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Ça serait de la corruption. Ah oui, ça serait de la corruption déguisée, hein? Oui, selon vous, comment je dois mettre à l'aise mon correcteur, celui qui doit corriger ma copie? Vous savez pas ça? Oui? Quoi? Hein? La présentation, absolument. Donc la présentation de la copie, de bien lire la consigne et de savoir ce qu'on attend de moi. Mais surtout la présentation, elle est essentielle. En tout cas moi, correcteur que je suis et correcteur que je serai, à chaque fois que je tiens une feuille,
Seulement la présentation me permet vraiment de changer de posture. Voilà. De bien m'asseoir si c'est une copie qui est vraiment confuse, où il y a du blanco à gauche et à droite, où l'élève ne laisse même pas de marche. Le stylo, c'est difficile à lire. Ajouter à cela les pattes de mouche du candidat, mais on est découragé. Donc des mots qu'on arrive à décrypter difficilement. Ça, c'est pas faciliter la tâche au correcteur. C'est pas aussi attirer la chance, mon cher philosophe. C'est Spinoza qui le dit, la chance, on la provoque. Donc il faut savoir provoquer la chance. Tout le monde est chanceux, mais il y a certaines personnes qui ne savent pas attirer ou encore provoquer cette chance-là. Donc je dois savoir provoquer la chance. Provoquer la chance, c'est de présenter une copie lisible. Si c'est une dissertation de français ou de philo, de bien tracer la marche, de respecter les paragraphes. Je respecte aussi l'alinéa. Si je ne peux pas m'empêcher d'utiliser le blanco, mais de le faire vraiment modérément. Mais je ne peux pas, après chaque phrase, utiliser le blanco. Ça donne une mauvaise impression déjà. Le correcteur que je suis, en regardant seulement les écritures, ça me donne une mauvaise impression. Est-ce que c'est un candidat sérieux ou pas? Parce que l'écriture seulement, ça permet de savoir avec qui nous avons affaire. Si vous allez par exemple en entreprise, ou bien que vous êtes un étudiant diplômé et vous avez envie d'avoir un travail ou bien un stage, on vous demande une lettre manuscrite. N'est-ce pas? La lettre manuscrite. Mais la lettre manuscrite, ça sert à quoi? C'est pour que vous écrivez vous-même, avec votre stylo et votre feuille, pour que l'on puisse lire et savoir exactement est-ce que c'est quelqu'un qui est sérieux. S'il y a trop de fautes, il y a trop de ratures, on sait évidemment avec qui nous avons affaire, qui vous êtes déjà. Donc le correcteur que nous sommes aussi, seulement avec la copie que vous rendez, on peut se faire une idée de vous. Bonne impression ou mauvaise impression. Et cette bonne impression-là, c'est à vous de donner ça au correcteur, à travers la présentation. Donc même si vous n'avez pas compris le sujet, mais au moins, il faut bien la présenter. Donc la présentation, vraiment c'est quelque chose qui est essentiel. Maintenant, au-delà de la présentation, ne soyez pas trop bavard. Si c'est en dissertation de français ou de philo, ne soyez pas trop bavard. Allez directement à l'essentiel. Si c'est une dissertation constituée de 3 parties, mais dans chaque partie, essayez de développer juste 3 paragraphes. Premier paragraphe, deuxième paragraphe, troisième paragraphe, j'ai terminé la thèse, j'ai fait la conclusion partielle, la phrase de transition et puis je passe. Deuxième partie aussi, je fais la même chose. Troisième partie, je fais la même chose et je conclus. Ce n'est pas parce que je suis inspiré que je dois utiliser 3 à 4 intercalaires. Ça n'a pas de sens. Ça aussi, ça donne une mauvaise impression. Même si vous êtes pertinent dans votre argumentation, le correcteur, il se fatigue de vous lire. En général, les élèves qui ont les meilleures notes dans ces exercices littéraires, dissertations françaises ou encore philosophiques, ce sont des élèves qui sont moins bavards, qui disent ce qu'ils ont à dire dans un langage très clair, sans faute. Voilà. Et puis si vous ne pouvez pas vous empêcher de faire des fautes aussi, il faut se le lire. Donc ne soyez pas trop pressés. Donc quand vous terminez votre rédaction, prenez 5 à 10 minutes pour vous relire. Mettez les accents, mettez les virgules, la ponctuation, tout cela, ça compte.
Donc c'est exactement, n'est-ce pas, l'ensemble de ces notions que vous devez respecter en tant que candidat si vous avez envie d'attirer la chance ou encore de provoquer la chance et de réussir avec brio votre examen. Voilà, c'est en ce sens, n'est-ce pas, que je vais vous dire toutes mes félicitations. Et avant de rendre la parole, j'aimerais avec vous faire une visualisation positive. Donc il y a quelques phrases que j'ai tirées de mon livre que j'aimerais bien que l'on prononce ensemble. Et pour cela, il faut que vous vous levez. Tout le monde se lève. C'est tous les candidats. Ouais, tout le monde se lève. C'est tous les candidats. Tous les candidats. Comme ça, Voilà. Tout le monde se lève. On se dit bien. Voilà, on se dit très bien. Le micro. Très bien, on se dit, il y a des gens qui étaient en train de je ne dirais pas dormir, mais de somnoler. Bon, il faut que... Vous répétez après lui. C'est bon en fait, hein? Tu vas faire une vidéo. Hein? Est-ce que c'est bon? Avant de commencer, chacun serre la main de son vis-à-vis et lui dit félicitations. Félicitations. Félicitations d'avoir réussi avec brio. Félicitations pour la mention. Félicitations pour la mention. Parce que nous voulons du 100%. Vraiment, nous voulons du 100%. Et je pense que c'est possible. Est-ce que 100% c'est possible ici? Est-ce que 100% c'est possible? Ah voilà. Donc, c'est pour dire que si vous croyez en vous, personne ne pourra vous empêcher de réaliser vos rêves. Parce que je sais que vous avez des rêves, mais vos parents qui vous ont mis dans cet établissement prestigieux ont aussi un rêve. Est-ce que vous savez quel est le rêve de vos parents? C'est vous. Vous êtes le rêve de vos parents. Donc il ne faut pas vraiment passer à côté de ce rêve tant attendu et de ce rêve qui a coûté très cher à vos parents. Est-ce que c'est promis? Voilà. Donc, je vais démarrer. 1. Est-ce que vous êtes prêts? 2 et 3. Rien n'est impossible. Vous répétez avec moi. Rien n'est impossible. Pour celui qui rêve, ose et n'abandonne jamais. Les connaissances que j'ai acquises durant toutes ces années, en philosophie, en français, en mathématiques, en anglais, en histoire et géographie, en éducation physique, en SVT, sont plus fortes que le bac. Je possède les ressources nécessaires pour réussir cet examen. Je ne laisserai ni la peur, ni le stress, ni le jugement des autres me détourner de mon objectif. Quoi qu'il en soit, je m'engage à donner le meilleur de moi-même. Quel que soit le résultat, je serai fier d'avoir été honnête, déterminé et persévérant, car je suis
le maître de mes ambitions, car je suis l'architecte de ma destinée. Merci, toutes mes félicitations. Merci, coach. Ça, c'est bien, coach. Ça, c'est la croyance en soi. C'est important. En tout cas, le serment, moi je dirais que ça doit être un serment qu'on a donné à tout candidat avant de recevoir son bulletin de second semestre. Venir décider ça. Là, ça va être encore beaucoup plus intéressant. Mais c'est important parce qu'il y a une petite histoire qui rime avec un peu de contenu de ça que je voudrais partager avec vous avant de donner la parole à nos dames. Il y avait un élève, un ancien élève de Pigment qui était à l'école. Dans la classe d'examen, ses parents disaient à ses camarades de classe de ne pas trop fréquenter leurs enfants parce que certainement ces enfants, ces autres-là ne sont pas concentrés sur leurs examens. Et elle, parent, elle disait, faisait croire à son enfant qu'il est intelligent, il peut s'en sortir, il n'a qu'à s'intéresser à l'examen et laisser ses camarades. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Tous ses camarades ont réussi, sauf cet enfant-là. C'est pas ça qui m'intéresse plus, mais la suite. Sa maman ne pouvait plus habiter le quartier. C'est déménagé pour aller dans un autre quartier. Pour dire quoi? Tout ce que Dr Diaw disait, que le diplôme, l'examen, et surtout le bac, est un diplôme social. Sa maman ne pouvait plus être dans ce quartier, vu que le comportement qu'elle avait vis-à-vis des autres enfants qui sont des candidats, et malheureusement, tous les autres ont réussi. Son enfant est lui échec du groupe. Donc, pensez à vos parents à un moment donné, sans que ça soit pas il y ait un impact négatif dans vos préparations. Ça doit être une source de motivation, davantage voir comment faire pour rendre encore heureux mes parents, vu qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices pour moi. Voilà, depuis le départ, la voix était masculine, les propos qu'on prenait étaient toujours masculins. On va mettre de l'autre côté pour donner la parole à nos dames. Madame Watt, voilà, donc, je ne sais pas si vous voulez. Technicien, est-ce que ça pourra fonctionner de l'autre côté? Bon, accompagnement avant un. Oui, est-ce qu'elle va être Assalamu alaikum. le micro, Bon, c'était pas prévu pour moi de parler. Bon, aujourd'hui, je suis simplement venue accompagner une petite sœur. Encore le micro. Vous m'entendez? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, c'était pas prévu aujourd'hui que je prenne la parole ici. Parce que cette année, comme vous l'avez remarqué, j'ai pas été très assidue pour des raisons de santé, mais également pour des raisons professionnelles. Parce que j'ai changé de cap maintenant. Voilà, je suis toujours dans le secteur. Je suis toujours du milieu, mais voilà, maintenant, je tends à être inspectrice. Voilà, Inch'Allah. Voilà. Donc, de cette même manière également que vous tendez à devenir des bacheliers sous peu, Inch'Allah. Voilà. Donc, comme je dis toujours, chaque année, on ne veut plus vous revoir à la maison de la sagesse l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, ceci veut tout simplement dire, c'est vous souhaiter bonne chance au bac, mais également bonne chance pour la suite. Et comme, bon, il y a déjà un de mes cadets qui a déjà parlé avec Imam, je n'ai rien à ajouter par rapport à ce que Imam a dit, également par rapport à ce que le doyen a dit, si, mais également aux collègues, on ne se connaît pas, Fall, voilà, donc c'est Sal, voilà, ce que Sal a dit. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, sauf ce que je dis très souvent en classe à mes élèves. Je dis que le bac, c'est la 7e évaluation de l'année. Vous avez eu à faire 2 évaluations
plus la composition, une autre évaluation, c'est toutes des évaluations. Voilà, donc dites-vous que le bac, c'est la 7e évaluation de l'année et que comme toutes les autres évaluations, vous avez eu à performer, à corriger, à consolider certaines choses. Donc pour le bac également, ce sera la même chose. Tout ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, c'est une évaluation sociale, même si elle est certificative, elle est sociale. Parce que même le boutiquier du coin sait que vous faites le bac. Tout le monde sait dans le quartier que vous faites le bac. Donc la pression, c'est pas par rapport à vos camarades de classe, peut-être par rapport à vos parents, mais également surtout par rapport au quartier. Voilà, et comme a dit, je pense que c'est Imam qui l'a dit, et ça je vous le répète très souvent en classe, vous n'avez pas d'adversaire, vous n'avez pas d'ennemi hormis votre propre personne. Voilà, il faut toujours tendre tous les jours à être la meilleure version de soi-même. La version que Tchaba était hier, cette version va s'améliorer demain, Inch'Allah. Donc, et comme je dis toujours, je le répète aux filles, je vais le répéter aux garçons, vous avez votre lumière, vous n'avez pas besoin d'éteindre la lumière d'autrui pour briller. D'accord? Donc, ça veut dire que, et comme on dit, on parle de karma, on parle de miroir. Ce que je me souhaite, je le souhaite à l'autre. Je veux du bien pour moi-même, je souhaite ce bien, par exemple, à Diouf, ça peut être Fall, etc. C'est comme quand je faisais le concours de l'inspectorat. Je vous explique tout le temps cette histoire. Quand je faisais le concours d'inspectorat, bon, je l'ai fait pour sortir des classes parce que, voilà, j'ai vécu une situation assez compliquée. C'était pour sortir des classes. Je suis allée faire le concours et j'étais très malade. Il y avait les élèves qui étaient là et je vous remercie au passage, les anciens, les actuels élèves. Tout le monde s'est mobilisé, ainsi que le personnel. Tout le monde s'est mobilisé pour venir me voir. Hein, d'autres pour m'envoyer par exemple des fruits, etc. Donc quand je faisais le concours, je suis partie, parce que quand on me l'annonçait, j'étais sur un lit d'hôpital, que je dois me présenter dans une semaine. Je fais le concours, je suis partie. J'ai regardé le visage de ceux qui faisaient le concours comme moi. Et j'ai vu des gens qui étaient angoissés, apeurés. Au lieu de prier pour moi-même, j'ai prié pour ces personnes. Parce que je me dis que peut-être moi, je le fais tout simplement pour sortir des classes. Ce n'était pas un besoin. Mais j'ai vu des gens qui étaient très angoissés, d'autres qui étaient très concentrés. Je dis tout le temps, ah, Nide, yal nañ réussir. Et quand je suis arrivée à la maison, je répétais très souvent à moi, je lui dis que voilà, j'ai vu des gens vraiment qui voulaient réussir, qu'ils réussissent. Il me dit que voilà, si tout le monde réussit, est-ce que toi tu vas réussir? Je dis que voilà, en tout cas, moi je leur souhaite la réussite. Et par chance, quand c'est sorti, j'ai réussi. Je me suis toujours dit que ce que je me souhaite à moi-même, je le souhaite aux autres. Donc je regarde Jamila, je dis que Jamila doit avoir le bac avec la mention Inch'Allah, n'est-ce pas? Et c'est Sokhna Diarra qui dit ça, qui souhaite ça à Jamila. De cette même manière également, il y aura, comme on dit, cet effet. D'accord? Donc tout ce qu'on vous souhaite, c'est la réussite, aussi bien dans la vie, pour le bac, mais également dans la vie future. Et que la seule satisfaction que Abdallah Loum aura, c'est d'être chez lui, entouré de sa famille et de voir, par exemple, Abou Dardaï, par exemple, devenir quelqu'un. C'est la seule satisfaction que M. Sarré aura, Oustaz Diak, Machallah, M. Kamara, et Mme Wad, Mme Silla, c'est cette satisfaction qu'on aura. C'est-à-dire d'avoir vu nos élèves réussir. L'enseignant, on ne peut pas le payer. Et j'en profite également pour rendre un hommage très mérité à tous les collègues de l'institution Krigma. Parce que c'est des collègues. Cette année-ci, je ne dois plus être dans les classes. Je me suis mobilisée. Et même les parents d'élèves, beaucoup de parents d'élèves ont eu à m'appeler, à m'interpeller. C'est pour cela que je suis revenue, mais je ne dois plus être dans les classes. Je suis revenue, même si je n'ai pas été assidue, je l'ai fait pour vous. Parce que je vous considère comme ma famille. Parce que j'ai eu... Je vous considère comme ma famille, je vous considère comme mes enfants, parce qu'il y a eu mon neveu. Hein, cette année, il devait faire... il fait la terminale ailleurs. C'était plus possible à la sagesse parce qu'il n'avait pas très bien réussi. Donc on l'a amené ailleurs. Donc quand je regarde Chérif, je vois Mohamed en Chérif, comme on dit, Mohamed en Chérif. Je regarde Iliman, etc., Pape Biraïm, hein, qui s'est déplacé jusqu'à la maison, hein, pour venir me voir avec Ahmad. Ça, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Les Raki, hein, qui également sont mobilisés avec son groupe, ils sont mobilisés, qui ont non seulement acheté des fruits, du lait, mais également même l'argent, de l'argent. Quand j'ai ouvert, j'ai vu de l'argent. Ça, c'est quelque chose vraiment qui m'est allé au droit au cœur. Et je souhaite à vous tous que vous soyez une fierté pour vos parents, une fierté pour le Sénégal, mais également une fierté pour toute la Oumma. Et ça, c'est des mots que je tire du cœur. Donc, je vous souhaite pleine réussite.
et dites-vous que, voilà, pas de stress. Vous stressez par exemple pour Oustaz Diak, vous devez réussir pour lui. Vous stressez pour Abdallah Loum, vous devez réussir pour lui. Et Inch'Allah, hein, on vous porte dans le cœur, mais également on porte dans nos prières. Voilà, je vous remercie. Merci. Inch'Allah. Bon, sans transition, on va donner la parole à celle qui devait être la maître de cérémonie. Docteur D'accord Soumaré Sylla. Le professeur de Moïsa. Allez, monsieur, vous avez la parole. Jibi sama binam la kii sama frère kii mooy maam. Asalaamaaleykum rahmatullah. Bon, l'école me doit ce qu'on appelle le droit d'auteur. Parce que très souvent, en fin d'année, les activités là, vous savez où on les déroulait? Est-ce que vous savez où on déroulait ces activités de fin d'année? La terrasse de Bourguiba. Je vous assure, c'est au niveau de la terrasse qu'on déroulait ces activités. Ça, c'est la première chose. Mais deuxième chose aussi, bon là, je ne vais pas voir mon public. Deuxième chose, c'était une journée de révision philosophique. Révision philosophique, mais aussi une journée de préparation psychologique. Cette année, on a laissé la philosophie de côté pour parler de psychologie, pour parler de santé mentale. Mais vous savez que la philosophie mène à tout. Wiri wiri, diari dari. On en parlait de philosophie parce qu'effectivement, en tant que discipline qui s'occupe de l'âme, qui voudrait épurer l'esprit, mais aussi qui s'inquiète pour votre santé mentale, bon, on ne pouvait pas ne pas aborder le sujet. Mais bon, je ne vais pas parler de philo et j'en profite aussi pour vous inviter à une activité de révision qui aura lieu ce samedi 27 juin à l'amphi de l'ISM. C'est organisé par École au Sénégal et je ferai partie des conférencières. L'autre chose que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est avec un pincement au cœur que je me tiens devant vous et de ne pas pouvoir appeler chacun d'entre vous, de ne pas pouvoir citer nommément les élèves qui sont là. Je crois que s'il y a un nombre d'élèves que je peux citer, ça ne doit pas dépasser 20. Normalement, c'est juste 11 élèves. Et quelques brebis galeuses de la terminale L2 que j'ai eu à fréquenter comme ça. Mais sinon, en principe, je devais connaître tous les élèves qui sont là. Mais cette année, bon, c'était une année sabbatique. Et comme Mme Wade l'a dit, on ne peut pas quitter l'école. On essaie de le faire progressivement, step by step. On met un pied. Après, on va essayer de reculer un peu. Jusqu'au moment où, bon, physiquement, on n'est plus là-bas. Mais spirituellement, je vais reprendre le propos de Ousmane Sarr qui disait on peut quitter son village, mais jamais notre village ne peut nous quitter. Donc, même si on quitte Darou Hikma, jamais Darou Hikma ne nous quittera. Et je crois que c'est pareil pour vous tous. Surtout pour ceux qui ont eu à y faire tout leur cursus. Vous allez voir que les meilleurs moments sont véritablement ceux que vous avez passés dans cet établissement. Moi, je ne reviens pas sur la préparation psychologique parce que les collègues ont dit l'essentiel. Seulement, je vous conseille quelque chose, de vous attendre à tout. Attendez-vous à tout. S'attendre à tout, cela veut dire quoi? On peut passer au premier tour comme on peut passer au second tour. Et le second tour fait partie de l'examen. Et pour le second tour aussi, il y a un ensemble de règles, il y a un protocole qui l'accompagne. Il y a de ces élèves qui, bon, dès qu'ils passent au second